Bonsoir, moi c'est Aofe et je fais partie de l'équipe Coris Bank International. J'aimerais savoir le traitement des réserves obligatoires dans le cadre des partages de bénéfices. Et j'ai une deuxième question. Aussi, si la banque a des pertes cumulées, elle n'a pas la possibilité de partager son bénéfice sur l'exercice en cours, alors que les dépôts participants ne sont pas comptables de ces pertes antérieures-là. Comment le traitement est fait? Pour le deuxième point. Vous pouvez répéter la deuxième partie de votre question? En fait, si la banque a des pertes cumulées antérieures et qu'à cet exercice-là, elle se retrouve avec un bénéfice. Maintenant, les dépôts participatifs de cette année ne sont pas comptables des pertes antérieures, alors que réglementairement, elle n'a pas le droit de partager les bénéfices de cet exercice tant qu'elle n'a pas cumulé les pertes antérieures. Maintenant, comment ça se traite en matière de finances islamiques? Merci. Une question, c'est qu'en fait, il faut voir comment ça se passe, les dépôts participatifs. Les dépôts participatifs, vous avez en fait des sorties et des entrées. Ce ne sont pas la même clientèle qui est pour 4 ou 5 ans. Vous avez des personnes qui rentrent, des personnes qui sortent, etc. Donc la question, là j'enchaîne aussi avec l'autre question. La question des pertes, elle est due à un instant bien déterminé, c'est-à-dire les personnes au 31-12. Mais les personnes qui sortent, qui sont sorties déjà, leur doigt, soit ils avaient de la chance d'être sortis avant les pertes, et les autres ont du malheur à rester au 31-12. Et d'ailleurs, il est mentionné dans le contrat que les personnes composant la partie dépôt participatif sont considérées comme étant solidaires entre eux. C'est-à-dire, ils ne demandent pas de manière absolue leur droit à l'instant T, parce que vous avez des sorties, etc. Parce que théoriquement, la personne, quand elle sort après 6 mois, il se peut qu'à cet instant-là, les bénéfices étaient plus ou moins assez élevés. 3 mois après, les résultats peuvent éventuellement régresser. Et donc, on considère qu'il y a une sorte d'entraide entre eux. Ils ont abandonné, ils sont considérés comme ayant abandonné des droits, éventuellement, ou s'ils ne réclament pas aussi des droits qu'ils avaient. Donc il y a une certaine solidarité entre eux, et ça doit être mentionné dans le contrat. Donc la question des sorties et des entrées, justement, affaiblit un peu cette hypothèse où à l'instant T, on a des pertes qui n'ont pas été résorbées, ou des pertes qu'on a pu déceler après, et qu'on n'a pas pu les avoir à un instant bien déterminé. Pour la question des réserves obligatoires, nous avons, en matière de Mudarba, une réserve bien déterminée. Enfin, il y a deux. Bon. Il y a les réserves où les deux, c'est-à-dire la banque, en tant que gestionnaire, et les gens qui ont le compte participatif, font une réserve. Cette réserve-là, elle est justement dans la destination et renflouée en cas de difficulté, en cas de perte, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est un compte dans lequel on peut éventuellement, si les résultats n'étaient pas bons, on peut y prendre. C'est pour ça qu'il faut que la banque informe la clientèle qu'on a pris de ce compte-là. Et la deuxième réserve qui existe, c'est une réserve prise uniquement de ceux qui ont le compte participatif. Donc c'est un compte qui leur appartient à eux. Et ce compte-là n'est pas plus ou moins géré ni touché par la banque. Donc vous avez deux réserves. Des réserves cumulées entre la banque gestionnaire et les déposants qui a une finalité, et une autre réserve uniquement constituée par les détenteurs de comptes participatifs et qui a une finalité. Je vous remercie. Monsieur Ndoye, vous faites tourner le micro, s'il vous plaît.
a défini un dispositif prudentiel, un arsenal de textes qui prévoit que les banques constituent dans ces livres, dans le temps, la période d'arrêté est mensuelle, ce qu'on appelle une réserve obligatoire. Peut-être pour faciliter les choses et aller vite, je vais dire ce que j'en pense. Cette réserve obligatoire-là, étant un élément du dispositif prudentiel, relève de la responsabilité de la banque en tant qu'intermédiaire financier agréé. Et à ce titre, la banque doit respecter un certain nombre de conditions liées à l'exercice de son activité bancaire. Et donc, de ce point de vue, je crois qu'une séparation doit être faite entre les opérations de Modaraba avec le public, des opérations qui concernent la banque elle-même dans ses obligations d'intermédiaire financier. Cette réserve, elle est constituée dans les livres de la Banque centrale sur la base du solde moyen du compte de la banque à la Banque centrale. Pendant à la question, j'ai supposé que la question des réserves obligatoires ne se pose que pour les dépôts à vue. Dans les dépôts participatifs, si on fait des réserves obligatoires, c'est qu'on a amputé la banque d'utiliser des montants que la clientèle a demandé à la banque de les utiliser. C'est pour ça qu'on demande maintenant aux banques centrales de ne pas imposer des réserves obligatoires sur les dépôts participatifs. Parce que les dépôts participatifs, la clientèle a accepté le risque dès le départ. C'est pour ça que je les ai exclus. Par contre, les dépôts à vue, oui. Les dépôts à vue, c'est quand même la clientèle, à tout moment, peut les retirer. Si demain, on va imposer, et d'ailleurs c'est ce que font maintenant certaines banques centrales, mais elles le font à tort. Si on va imposer des réserves obligatoires sur la Modaraba, c'est-à-dire les dépôts participatifs, comme si on va priver une partie de ce capital-là d'être utilisé, alors que la clientèle a accepté à ce que le montant soit utilisé. Dans le dépôt à vue, la clientèle peut venir à tout moment les chercher. Tandis que dans ces opérations-là, la clientèle a dit à la banque, allez-y, utilisez-la ou investissez ces montants-là et nous prenons le risque. Donc, y mettre des réserves obligatoires sur ce genre de compte, ça veut dire priver la banque d'utiliser une partie de fonds que la clientèle a déjà donné un mandat de les utiliser. Donc, c'est pour ça qu'on demande maintenant aux banques centrales pour légiférer. Ça, c'est l'argument présenté par les banques européennes, notamment pour ne pas donner certains agréments aux banques islamiques, en disant qu'il faut donner des réserves obligatoires. D'ailleurs, ils vont au-delà de ça. Ils ont dit qu'il faut garantir les dépôts participatifs. Nous avons dit ça, c'est contre le principe de la Modaraba. Après, ils ont pensé à imposer des réserves obligatoires assez élevées. Et donc, à ce moment-là, on va amputer l'opération de la Modaraba de son esprit. C'est clair, docteur, oui, que je ne veux pas qu'il y ait ce dialogue-là, mais c'est clair que le dispositif prudentiel est à revoir par certains aspects. Et le ratio de couverture des emplois à long et moyen terme par des ressources stables, certainement est à revoir. Parce que les ressources bien des ratios, ce n'est pas celui-là seulement, les ressources reçues de la clientèle au titre des opérations de Modaraba, c'est des fonds de participation dans des projets d'investissement à risque. Donc ce n'est pas assimilé aux ressources classiques qu'une banque collecte dans le cadre d'un produit comme le DAT, qui est vendu en banque conventionnelle. Ça, c'est évident. J'ajouterai que le fonds de garantie des dépôts, qui est actuellement en cours de création dans notre zone, ce fonds de dépôt va assujettir les dépôts de la banque islamique à une contribution. Les banques islamiques à une contribution de garantie de leurs propres dépôts. Malheureusement, donc tout cela pose des problèmes qui font l'objet d'une étude et d'un débat avec la Banque centrale. Je crois qu'on aura d'autres occasions pour y revenir. Peut-être ma question pour me libérer et permettre aux participants de profiter de cette session. Ma question porte sur, docteur, les morabas portant sur l'or. Est-ce que je dois comprendre que mon client bijoutier, je n'ai pas la possibilité de lui accorder un financement morabaha pour acheter une matière première qui est l'or, avec laquelle matière première il travaille? Est-ce que cette impossibilité existe?
il m'a semblé ce matin avoir compris que la morabaha sur l'or n'était pas possible. Toute dernière question, les soukouk, le soukouk al-morabaha. Là aussi, j'avais, peut-être pour ma gouverne, j'ai toujours pensé qu'une banque pouvait structurer, ou en tout cas un émetteur, pouvait émettre un soukouk al-morabaha pour acheter par exemple un avion ou un navire à mettre à la disposition d'un émetteur qui rembourserait le capital plus le profit de l'opération destinée aux investisseurs. Peut-être que je me trompe. Je vous remercie. Voilà, j'enchaîne, je prends la deuxième question. Quand j'avais parlé de la morabha non éligible, notamment au soukouk, c'est la morabha déjà consommée, c'est-à-dire la morabha déjà exécutée. Mais la morabha au début de l'opération, la collecte, etc., ça c'est possible. Voilà, donc la morabha que j'ai envisagée, c'est la morabha exécutée, qui est devenue une dette, une créance. Celle-là, ne pas la mobiliser. Mais la morabha dont vous avez donné l'exemple maintenant, ça c'est plutôt une manière de ramasser du fonds pour une opération. Là, c'est possible. Pour les secours, pour la question de l'or, justement, peut-être il faut distinguer, dans certains cas, entre les lingots et l'or déjà confectionné. Le problème, quand il s'agit de lingots, à faire, ça c'est plutôt une matière première. Bon, moi je ne suis pas de cet avis-là, mais certains avis disent que s'agissant de lingots, justement, à utiliser, à ce moment-là, c'est une matière première. Oui, exploiter, voilà, transformer, voilà, pour les lingots. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'or déjà confectionné, là, nous sommes en... Voilà. Oui, voilà, ce matin. Donc, la question des lingots, à la limite, pourrait, mais en tout cas, ce n'est pas mon avis, mais j'ai vu qu'on distingue entre l'or confectionné et l'or lingot. Et donc, la question demeure aussi que c'est après tout un étalon. Parce que même les réserves dans les banques centrales, ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'argent. Et donc aujourd'hui, on dit que les banques, tel pays a telle quantité d'or, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'argent, ça veut dire des devises mobilisables. Et donc, pour le moment, je n'ai pas en tout cas c'est mon avis ça, je ne donne pas une réponse aussi ferme, cette distinction entre lingots et confectionné. Je considère que c'est de l'or. Parfait, merci beaucoup. Donc je pense qu'on avait des questions à l'arrière. Oui. Ici. Bonsoir, c'est Mohamed Mahmoud El-Hawed de la BCI Mauritanie. J'ai 3 questions. La première sur comment satisfaire les besoins pour les clients de crédit à la consommation. Et la deuxième question, quelles sont les différentes pratiques entre l'ouverture d'un compte courant normal dans une banque conventionnelle et une banque islamique, à part les dates de valeur? Est-ce qu'il y a d'autres différences entre l'ouverture du compte lui-même? Je pense qu'on va se limiter à 2 questions. Non, juste pardon, pour la Mudaraba, puisque ce matin j'ai bien noté que les banques islamiques se basent sur le principe de risque. Si la Mudaraba, bon, j'ai pas vu le risque de la banque où c'est situé. Et puisque j'ai vu des pratiques là en Mauritanie, la 4e question. Ah ça fait 4. 4, pardon. Est-ce que le produit objet de Murabaha doit rentrer dans l'exploitation du demandeur de crédit? Exemple, puisque j'ai vu des clients qui achètent, ils ont besoin de l'argent, ils achètent des téléphones, mais finalement après ils revendent ces téléphones-là pour avoir de la liquidité. Donc vous posez la question de quel point de vue? D'un point de vue fiqh ou d'un point de vue opérationnel? Exactement. D'un point de vue fiqh? Exactement. Voilà, donc je ne sais pas si on peut s'exprimer là. On va commencer par la plus simple, la dernière, c'est qu'une fois
liquidité, il peut en disposer comme il l'entend. Donc certainement la personne va brader son actif, donc ça lui appartient. Mais ce n'est pas une opération dont la banque est encore en charge. Donc le client a acheté et le client a besoin de liquidité. Il a pu vendre ce bien-là à ses risques et périls. Vous ne parlez pas de l'opération Tawarraq, c'est autre chose. L'opération selon laquelle la banque gère l'opération en elle-même pour vous procurer de la liquidité. Là, c'est autre chose. Mais le cas que vous avez cité, une fois le client a acheté, il a bradé ses actifs, ça c'est sa responsabilité. Pour ce qui est de la mudarba, vous me dites que la banque ne prend pas de risque. Bon, la banque ne prend pas de risque, du moins apparent, quand la banque agit en qualité de gestionnaire. Mais justement, le risque qu'il y ait, ce n'est pas forcément une perte. Quand les affaires ne marchent pas, ça veut dire que la banque n'est pas rémunérée. Quand on a fait 80-20, le risque de la banque, c'est de ne pas avoir bien géré ces produits-là. Et en fin de période, on n'a que quelques milliers. Et quand la banque va prendre 20%, c'est un montant dérisoire qui ne couvre pas l'activité de la banque. C'est-à-dire la banque, en tant que gestionnaire, a mobilisé une logistique. Des téléphones, des études, etc. Et donc le risque, pas forcément une perte sèche. Parce que dans ce cas-là, la banque n'a pas participé. Elle a participé avec son travail. Eh bien, si son travail n'a pas été bien rémunéré, c'est un risque. Pas forcément une perte sèche. Pour la question du compte de dépôt, la question du compte de dépôt, nous avons dit que ils sont assimilés dans les deux systèmes à un prêt de la clientèle à la banque. C'est qualifié comme ça. D'ailleurs, dans le droit positif, c'est la même chose. C'est qualifié comme étant un contrat de prêt de la clientèle à la banque. Et que la banque doit, à tout moment, rendre le bien. Oui. À vue. Non, je parle à vue. Non, pardon. Non, c'est à vue. Voilà. Oui, compte courant, oui, le compte courant a une autre définition juridique parce qu'il est tantôt débiteur, tantôt créditeur dans sa législation. Je prends le compte à vue. Dans le compte à vue,